Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour parler de la méthode du pivot de Gauss. Donc la méthode du pivot de Gauss, appelée aussi élimination de Gauss, est une méthode qui a pour objectif principal d'obtenir la forme échelonnée d'une matrice. Alors cette forme échelonnée, elle a l'avantage de nous donner un certain nombre d'informations sur cette matrice que l'on va utiliser par la suite. Comment obtenir cette forme échelonnée? L'idée ici, c'est d'effectuer des opérations élémentaires sur la matrice initiale afin, par suite de ces opérations, d'obtenir une matrice équivalente. Alors j'insiste bien, c'est une matrice équivalente, ce n'est pas une matrice qui sera égale. Cette matrice équivalente, on aura terminé finalement ce premier travail quand cette matrice sera échelonnée. Pour ce faire, on va agir sur les lignes ou les colonnes. Et effectivement, le tout de manière séquentielle, à savoir que c'est une succession d'opérations, c'est même un algorithme, la méthode du pivot de Gauss, qui va nous permettre d'obtenir cette forme échelonnée réduite. Petit laïus avant de commencer, on aura tendance, alors bien que pour garantir une matrice équivalente, on puisse travailler sur les lignes ou sur les colonnes, pour obtenir finalement un certain nombre de choses, donc dans le cas, imaginons, de l'application pour obtenir l'inverse d'une matrice, il est préférable de ne travailler que sur les lignes ou que sur les colonnes. Donc idéalement, choisissez dès le début ce sur quoi vous voulez travailler et ensuite tenez-vous-en. Alors, on a parlé d'opérations élémentaires sur les lignes ou sur les colonnes. Quelles sont ces opérations élémentaires? Il y en a deux principales. Donc ces opérations élémentaires, elles s'appellent élémentaires notamment parce qu'elles conservent le rang, c'est-à-dire que quand vous effectuez ces opérations, qui sont en fait de manière totalement transparente, parce que nous on va faire les opérations directement, mais sachez que cela revient à multiplier soit à gauche, soit à droite, par des matrices qui sont des matrices inversibles, et donc finalement à obtenir une matrice équivalente à la matrice initiale de proche en proche. Donc il y a deux opérations principales. La première opération, c'est l'opération de transvection. Cette opération de transvection consiste à prendre une ligne ou une colonne et à lui rajouter un certain nombre de fois une autre ligne ou une autre colonne. D'accord? Autrement dit, par exemple, on peut très bien prendre la ligne 2, la nouvelle ligne 2, qui devient la ligne 2 précédente plus 3 fois la ligne 1. Vous voyez notamment ici la notation que l'on peut utiliser pour montrer justement de proche en proche quelles sont les opérations qui ont été effectuées. Deuxième opération possible, c'est l'opération de dilatation. Cette opération de dilatation a pour but de prendre une ligne ou une colonne et de transformer cette ligne ou cette colonne en tout simplement la multipliant par un scalaire. D'accord? Donc par exemple, on peut prendre la troisième ligne qui devient 0,3 fois la troisième ligne. Dernière opération, alors cette opération je l'ai mis dans la liste, pourquoi? Parce que dans la pratique on s'en sert assez régulièrement, c'est l'opération de transposition. Notez simplement, on ne va pas le redémontrer ici, que cette opération de transposition de ligne ou de colonne est en fait une composition de transvection et de dilatation. Autrement dit, avec des transvections et des dilatations, on est capable de faire en gros toutes les opérations dont on va avoir besoin, dont les transpositions et les permutations potentiellement qui sont des composés de transposition. Donc la transposition d'une ligne ou une colonne, cela revient tout simplement à considérer une ligne, une autre ligne ou des colonnes, et à échanger leur rôle. Autrement dit, par exemple, vous allez prendre la première ligne qui va devenir la deuxième et réciproquement. Alors il est important d'avoir la réciproque. Si jamais vous remplacez une ligne par une autre sans changer l'autre, il y a rupture de l'équivalence. Ce n'est plus une opération d'équivalence. Donc voilà pour les opérations élémentaires. Alors maintenant, comment se déroule le processus? Tout part de cette notion de pivot. Donc plutôt qu'écrire l'algorithme, je vais me permettre tout simplement de l'utiliser sur un exemple. On va voir un petit peu directement sur un exemple ce que ça donne. Donc je vais considérer une matrice carrée d'ordre 3. Alors bien évidemment cette méthode du pivot peut s'appliquer à toute matrice et pas forcément à des matrices carrées. Bien évidemment, selon le fait qu'on ait une matrice carrée ou non,
on sera susceptible de pouvoir faire tel ou tel type d'opération. Et donc pouvoir en extraire tel ou tel type d'information. Donc considérons par exemple cette matrice ici. Donc, nous avons une matrice 3, 3. Je vais appeler cette matrice la matrice A. Et je cherche à déterminer sa forme échelonnée. Tout d'abord, je vais m'intéresser donc à la notion de pivot. Alors ce pivot, ici, quand on commence la matrice, le premier pivot sera systématiquement, dans l'algorithme usuel, l'élément finalement qui est en haut à gauche de la matrice. Attention, je vais le dire ici, le pivot ne doit pas être nul. Nous allons voir pourquoi. Donc ce pivot ne doit pas être nul. Alors une première question se pose, que se passe-t-il si je suis en présence d'une matrice qui a un élément dans cette position qui est nul? Si l'élément est nul, donc si le coefficient en cette position est nul, il faut tout simplement effectuer des transpositions pour obtenir un élément non nul. Donc ça peut arriver, vous pouvez très bien avoir en lieu et place d'un pivot potentiel un 0, auquel cas vous allez commencer par intervertir par exemple des lignes ou des colonnes pour obtenir un pivot non nul. Donc voilà pour notre premier pivot. Donc nous partons de cette position-là. Donc finalement, une autre manière de dire les choses, c'est le premier pivot ici. Si je dis que je m'intéresse à la matrice des AIJ, mon premier pivot, c'est A1, 1, modulo éventuellement à une transposition près. D'accord? CF, la remarque précédente. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce pivot? Donc, ici, j'ai mon premier pivot. L'objectif, ensuite, c'est de se servir de ce pivot pour faire apparaître dans la même colonne, mais sous le pivot, pour faire apparaître ici des zéros. D'accord? Donc le but, c'est de faire apparaître des zéros ici et là. Donc, on va se servir de ce pivot pour, par combinaison linéaire, obtenir des zéros sous le pivot. Et en obtenant des zéros sous le pivot, je vous rappelle la forme échelonnée de la matrice, c'est une matrice qui a un nombre strictement croissant de zéros ou qui peut être constant à partir du moment où on a des lignes nulles. D'accord? Donc pour obtenir des zéros sous le pivot. Alors, quand on dit pour obtenir des zéros sous le pivot, bien sûr, c'est par les opérations élémentaires dont on a parlé précédemment. D'accord? Donc, imaginons que je cherche à renommer un petit peu tout ça. Là, on va dire que c'est la première grande étape de mon pivot, ici. J'ai ensuite deux opérations à faire. Une première opération pour faire apparaître un 0 ici à la place du 1, et une deuxième opération pour faire apparaître un 0 à la place du 3. Alors, pour généralement effectuer ces opérations, on peut se servir du symbole ici d'équivalence et faire apparaître typiquement
les opérations que l'on a effectuées. Alors ça c'est important, notamment si votre travail vise à être relu par quelqu'un. Donc ici, pour obtenir un 0 finalement sur ma ligne 2, en position A2,1, j'ai besoin effectivement de me servir du 2. Alors, première remarque, quand bien même on pourrait se servir d'une autre ligne, la robustesse et la rigueur de l'algorithme du pivot de Gauss tient justement au respect de cet algorithme. Si jamais vous faites des combinaisons linéaires hasardeuses, par exemple, vous prenez tantôt la ligne 1 pour faire apparaître un 0, tantôt la ligne 3, vous risquez finalement de rompre l'équivalence et d'obtenir une matrice qui en apparence n'a pas changé en termes de rang, mais qui en pratique a changé. D'accord? Donc, important, à chaque sous-étape, on conserve ici ce pivot. Donc, pour faire apparaître le 1, alors ce que je peux faire aussi, je peux décomposer un petit peu, voilà, ce sera un petit peu plus clair dans un premier temps. Donc je vais faire apparaître ici un 0 à la place du 1 et un 0 à la place du 3, le tout en se servant du 2. Alors il y a deux possibilités pour cela. Si on prend l'algorithme de base, on peut très bien diviser par le pivot, à un moment ou un autre, pour se ramener à 1. Ce n'est pas forcément la meilleure opération à faire. Le plus simple, notamment quand on effectue le pivot à la main, c'est tout simplement de trouver une combinaison linéaire qui permette de neutraliser ce terme. Alors cette combinaison linéaire, elle est simple. Vous allez prendre ici L2 et vous allez faire non seulement une transvection, mais également une dilatation. Si vous revenez sur ces deux opérations, d'accord, si je prends les transvections, ça revient à prendre une ligne ou une colonne plus un certain scalaire fois une autre ligne ou une autre colonne. La dilatation à prendre la ligne qui est concernée et à la multiplier. Donc on se rend compte assez facilement que en composant 1 et 2, on arrive à une multitude d'opérations possibles de la forme, tout simplement, par exemple si on prend sur les lignes, LI qui reçoit lambda LI plus mu LJ avec ici lambda différent de 0. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé ici, ce scalaire ne peut pas être nul. Parce que si vous utilisez un scalaire nul, bah, vous avez un gros problème ensuite en termes de rang. Vous introduisez finalement une ligne nulle là où il y avait une ligne non nulle. Donc on repart ici sur notre exercice. Donc je vous rappelle qu'on cherche ici à passer de 1 à 0. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Bah, tout simplement, on a 1, on a 2. Le plus simple ici, c'est de prendre le pivot, la valeur du pivot, multiplier donc par L2, autrement dit, je dilate L2 de la valeur du pivot, et je lui soustrais finalement la valeur du coefficient ici, et je lui soustrais quelle ligne? La ligne du pivot. D'accord? Je peux faire la même chose pour L3. Donc L3, je vais prendre 2L3 moins ici 3L1. D'accord? Si je mets des couleurs ici pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, encore une fois, vous prenez la valeur de votre pivot. Alors bien évidemment, il faut être souple, hein. Si vous avez un pivot qui est unitaire, ou si vous avez parfois des coefficients qui ont des multiples communs plus simples à obtenir, n'allez pas chercher forcément très compliqué. Mais disons que là, vous avez la méthode générale. Voilà. Donc bien évidemment, en faisant cette opération-là, on va se retrouver ici avec des zéros. Donc cette matrice A initiale, elle va être ici équivalente à une nouvelle matrice 3, 3. Alors bien évidemment, dans cette nouvelle matrice 3, 3, la première ligne ne change pas. 2, 4, moins 1.
Pour la deuxième ligne, il y a bien évidemment la deuxième et troisième, des zéros vont apparaître, et ensuite on fait le calcul. Donc bien évidemment, vous allez prendre 2L2 moins L1, autrement dit, vous allez avoir ici 6 moins 4, 2, et ici, vous allez avoir donc 4, on fait attention bien évidemment au signe, 4 plus 1, 5. Si on prend L3, de la même manière, donc nous allons effectuer 2 fois L3, donc 10, moins 3 fois L1, donc moins 12, nous allons obtenir moins 2. Quand on va faire ici la même chose, nous allons obtenir donc ici 2 moins 3 fois moins 1, donc 2 plus 3. Nous allons donc obtenir ici 5. Donc voilà la deuxième étape. D'accord? Alors, dans la deuxième étape, nous changeons pivot. Donc que va-t-il se passer maintenant? Nous allons changer de pivot. Donc je vais passer une ligne. Alors bien évidemment, vous pouvez tout faire sur la même ligne. Ici, dans la deuxième étape, le nouveau pivot, c'est de nouveau un élément de la diagonale de cette matrice équivalente. Autrement dit ici, c'est ce que je pourrais appeler le A de 2. Donc le nouveau pivot, je vais le trouver ici. Alors bien évidemment, on se rend compte que dans ce sens-là, alors on verra après ce qui se passe quand on essaye de faire une élimination d'une part, mais également ensuite d'obtenir une matrice équivalente qui est l'identité. On fera ça pour l'inversion des matrices. Le deuxième pivot ici, c'est le A de 2. Il n'y a qu'un 0 à faire apparaître, c'est le 0 qui va remplacer ce moins 2. D'accord? À partir de là, vous faites les opérations qui s'imposent. Donc si on les fait à la suite, ici, donc là, je me permets de mettre des couleurs, on va le faire en haut. Donc ça, c'était l'opération numéro 1. Si on fait maintenant l'opération numéro 2, l'opération numéro 2 ne concerne que la troisième ligne. Donc cette matrice ici est équivalente à la matrice dans laquelle L3. Alors ici, on se rend compte pareil, hein, toujours en étant un petit peu pragmatique. Simplement en prenant L3 plus L2. De la même manière, n'oubliez pas, le but, c'est effectivement de toujours tenir compte du pivot. Donc en faisant L3 qui devient L3 plus L2, je vais obtenir ici une nouvelle matrice. Et cette matrice, bien évidemment, la manière dont le pivot fonctionne implique qu'il va y avoir maintenant un 0 ici et un 0 là. D'accord? Et ici, je vais avoir 10. Dans cette forme-là, pour une matrice 3-3, vous vous rendez compte, en deux étapes de pivot, alors chaque étape de pivot pouvant consister en plusieurs opérations de type combinaison linéaire, ici vous avez maintenant une forme échelonnée. Donc celle-ci, on a bien obtenu ici une forme échelonnée. Alors si nous avions eu une matrice 4-4, bien évidemment, il aurait fallu poursuivre le raisonnement jusqu'à avoir une matrice 4-4. De la même manière, si nous avions vu apparaître lors d'une étape un 0 en lieu et place du pivot, on se ramène ici à la remarque précédente qui est qu'il faut effectuer dans ces cas-là des transpositions. D'accord? Alors voilà donc la méthode du pivot de Gauss dans un cas, on va dire, à peu près général. Alors bien évidemment, sur les différentes situations, on peut avoir différents cas de figure qui se produisent. Alors à quoi cela sert? On verra un petit peu plus tard pour les différents usages. Un exemple très simple, c'est le calcul du rang. D'accord? Je vous rappelle que le rang d'une matrice, qui correspond aussi à la dimension de l'image de l'application linéaire correspondante, se lit tout simplement
ici en regardant le nombre de lignes non nulles. D'accord? Donc sous cette forme échelonnée, vous obtenez ici le rang de la matrice. Donc le rang de la matrice A, ici, c'est tout simplement 3. On a ici ce qu'on appelle une matrice de plein rang, qui est donc accessoirement inversible. Et on verra justement, lorsque l'on a une matrice de plein rang, comment utiliser les opérations qu'on a pu faire précédemment pour ensuite obtenir l'inverse de cette matrice. Merci à vous et à bientôt.